Mais avant de commencer, quelques infos sur moi. Donc, comme le disait Adrien, je m'appelle Baptiste Langlade. Je suis architecte basé à Lyon. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille principalement en PHP. Et sur mon temps libre, je maintiens tout un tas de projets open source. Dans le lot, vous trouverez un framework de test, un ORM, et tout un tas d'autres outils très utiles. Et je travaille dans une entreprise qui s'appelle Efalia. Chez Efalia, on s'occupe de la vie numérique des documents. Ça passe par l'acquisition via la numérisation de documents papier, le stockage plus ou moins long terme de ces documents via une GED ou un coffre-fort numérique, et le traitement de ces documents via des workflows et tout un tas d'autres outils. Et chez Efalia, je travaille principalement sur la GED. Donc c'est la gestion électronique de documents. C'est une application dont le but est de stocker tous les documents d'un même type, de la même façon. Le but étant de pouvoir les retrouver le plus facilement possible derrière. Et cette application, dans sa version très très simplifiée, est conçue autour de la notion de document. Et chaque document va avoir des métadonnées. Si on prend l'exemple d'une carte d'identité, ça va être le nom et le prénom de la personne et la date d'expiration de cette carte. Et chaque document va être aussi représenté par un binaire ou plusieurs binaires. Si on reprend l'exemple de la carte d'identité, vu qu'elle expire, on va devoir re-uploader une nouvelle version de notre carte d'identité. Mais ça va toujours être le même document, mais ça sera un nouveau binaire. Globalement, on fait du versionning de documents, enfin de binaires, pour un document. Et dans cette application, on a une fonctionnalité d'archivage. C'est une fonctionnalité pour nos clients du public, les conseils départementaux principalement, où le but, c'est de dire qu'au bout d'un certain délai, qui s'exprime en mois ou en années à partir des métadonnées, on va devoir en fait archiver ce document, donc le mettre de côté, avant de le supprimer définitivement. Par exemple, quand un fonctionnaire part à la retraite, on va devoir en fait supprimer ces documents, sa carte d'identité et tout un tas d'autres documents, au bout d'un certain temps après son départ en retraite. Et donc, pour cette fonctionnalité, on va devoir envoyer les documents qui sont éligibles à l'archivage aux archives départementales. Donc, c'est un organisme qui s'occupe de ça, qui va nous dire si on a vraiment le droit de supprimer ou pas ces documents de notre application. Et pour qu'ils puissent nous donner cette information, on va devoir leur envoyer un fichier, donc une archive, qui va contenir un fichier CSV contenant tous les documents qui sont éligibles à l'archivage, et un dossier de binaire qui contient tous les binaires associés à ces documents, ce qui leur permettra justement d'analyser chacun des documents pour dire si effectivement on a le droit ou pas de les supprimer de l'application. Mais pour cette application, on va avoir deux grosses contraintes. La première, c'est que notre application, ce n'est pas un SaaS qui est accessible publiquement, c'est une application qu'on va déployer dans le réseau interne de nos clients. Et en général, ce réseau, il est coupé d'Internet, ce qui fait que quand l'application, enfin, ce qui fait qu'une fois qu'elle est déployée, nous, en tant que développeurs, on n'a plus... Allô? Ouais. On n'a plus accès à la machine, c'est-à-dire que s'il y a un problème en prod, on ne peut pas se connecter en SSH à la machine, regarder ce qui se passe et essayer de corriger l'état de l'application. Donc on a un fort impératif sur le fait que quand l'application est déployée, il faut qu'elle marche le plus longtemps possible. Et si jamais il y a quand même des bugs qui vont arriver, que les utilisateurs puissent se remettre de ces problèmes sans notre intervention. Et le deuxième grosse contrainte, ça va être la taille du stockage, parce que les données de nos clients maintenant s'expriment en téraoctets. Et donc, quand on va vouloir générer des archives contenant des documents qui ont été accumulés sur des années, voire des décennies, on va devoir générer des archives de plusieurs gigas, voire dizaines de gigas. Et sauf qu'on ne va pas pouvoir demander à nos clients d'avoir un espace de stockage supplémentaire pour stocker ces archives, même de façon temporaire, puisque ça pourrait générer un gros coût pour eux. Et donc, on va devoir trouver une autre façon de faire pour convenir à ces contraintes. Et donc, il y a une technique qui nous permet de résoudre tout ça, et ça va être le streaming de données. Plutôt que de calculer nos archives et de les stocker, même de façon temporaire, et ensuite de les envoyer à travers le réseau, ça va être au fur et à mesure qu'on calcule nos archives, justement, envoyer à travers le réseau. Et le streaming de données en PHP, on sait faire ça depuis très longtemps. Typiquement, quand on veut lire un fichier avec une fonction fopen, donc qui nous ouvre un pointeur au final sur un fichier, et qu'on itère dessus avec une boucle et un fget, ce qu'on fait, c'est qu'on lit bien un fichier ligne à ligne, ce qui va nous permettre de gérer n'importe quelle taille de fichier. Ça peut être plusieurs gigas,
il y aura qu'une seule ligne chargée en mémoire, donc le fichier peut faire plusieurs gigas, c'est pas problématique. Mais la problématique de lire un fichier comme ça, en faisant le traitement directement dans notre boucle while, donc là en l'occurrence on a affiché la ligne, c'est qu'on mélange les responsabilités de qu'est-ce qu'on veut faire avec notre donnée et comment on va lire notre donnée. Et pour séparer ces responsabilités, un autre outil qui est disponible en PHP depuis longtemps, ça va être les générateurs. On va pouvoir, là par exemple, avoir une fonction qui crée un générateur qui va lire notre fichier. Donc on retrouve notre fonction fopen, notre boucle, etc. Mais au lieu de faire le traitement directement dans notre boucle, on va yield la ligne de notre fichier, ce qui va rendre la main à l'utilisateur pour décider de qu'est-ce qu'il veut faire de cette ligne. Et donc pour utiliser un générateur, c'est aussi simple qu'un for each, où on appelle la fonction qui va créer un générateur, et donc nous donner accès à chacune des lignes de notre fichier. Et là, à nouveau, on retrouve notre traitement pour lire notre fichier, et comme avant, on lit notre fichier ligne à ligne, et on gère n'importe quelle taille de fichier. Mais là, la séparation des responsabilités avec un générateur d'un côté et un for each de l'autre, on va faire notre traitement que l'on souhaite. Pour un cas aussi simple que ça, de lire, enfin d'afficher les lignes, c'est largement suffisant. Mais dans le cadre d'une application métier, donc il va y avoir de la logique métier entre la source de la donnée qu'on va lire et le traitement final, va falloir la mettre quelque part. Donc si on se limite à ces deux composants, soit on va mettre trop de logique du côté de notre générateur, soit trop de logique du côté de notre for each, et globalement ça va complexifier le fait de pouvoir tester les deux de façon simple. Et donc ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer justement d'intercaler notre logique entre ces deux grands composants pour bien découper notre métier, pour pouvoir le tester et pouvoir utiliser des briques un peu partout dans notre application. Et donc pour faire ça, ce qu'on va devoir faire, c'est de la composition de générateurs. Si on prend l'exemple où on veut trimer chacune des lignes du fichier qu'on est en train de lire, on aurait une fonction, donc un générateur qui ressemblerait à ça, qui va attendre le générateur précédent, donc ce qui sera le générateur pour lire notre fichier. Donc on va itérer sur ce générateur, on va appliquer sur chacune des lignes notre fonction de trim, et on yield à nouveau notre ligne pour rendre la main à l'utilisateur. Et donc pour l'utiliser, c'est aussi simple qu'un appel de fonction, où on passe notre fonction stream à notre fonction de trim, et qui va nous créer un générateur, et ce qui fait qu'on a accès à chacune des lignes qui sont trimées de notre fichier, et là, à nouveau, on affiche ces lignes. Mais la composition de générateurs de cette façon va nous poser deux petits problèmes. Le premier, c'est que la logique en elle-même que l'on souhaite appliquer dans cette composition, donc en l'occurrence le trim, est noyée au milieu de la logique d'itération de notre fichier. Et donc si on veut tester ce code-là, on est obligé de le tester dans le cadre du générateur, et donc c'est plus compliqué que si c'était juste. Et l'autre problème, c'est quand on va vouloir appliquer tout un tas de logique avant d'accéder à nos lignes, en fait, ça va faire des appels de fonctions qui sont à rallonge, et donc pareil, c'est source d'erreurs et plus complexe à lire. Mais il y a une solution à tout ça, ce sont les monades. Les monades, ce sont des structures de données qui nous viennent de la programmation fonctionnelle. Et donc, il existe plusieurs monades qui vont nous permettre de résoudre plusieurs problèmes différents. Le point commun entre toutes ces monades vont nous permettre de définir qu'est-ce qu'on veut faire, mais pas comment faire les choses. Et en PHP, nativement, il n'existe pas. Donc, il n'existe pas nativement de monade en PHP. Donc, j'ai fait un package qui s'appelle InMineImmutable qui fournit plusieurs implémentations de ces monades. Et il y en a une particulière qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la monade séquence. La monade séquence, en fait, elle nous permet de définir une liste de valeurs. Donc, il faut voir ça un peu comme un tableau PHP, mais amélioré. Et donc là, en l'occurrence, on construit une séquence qu'on appelle lazy à partir de notre fonction qui est notre générateur. Ce qui fait que là, on représente une séquence qui va contenir des strings, où chacune des strings, ça va être les lignes de notre fichier qu'on va lire. Et vu que c'est une séquence qui est lazy, là, pour l'instant, on a créé une séquence, mais pour autant, on n'a toujours pas chargé les données contenues dans notre fichier.
parce qu'on n'a pas itéré dessus. Et donc pour vraiment lire les données de notre fichier, on va devoir appeler une méthode forEach sur notre séquence, qui, elle, va vraiment appeler le générateur, donc parcourir chacune des lignes, et les passer à la fonction qu'on a passée à notre forEach. Et vu qu'on est dans une fonction, on peut faire n'importe quel traitement. Là, en l'occurrence, à nouveau, on affiche chacune des lignes. Mais là où cette séquence va être intéressante, c'est quand on va vouloir appliquer des transformations. Donc si on reprend l'exemple de vouloir trimer chacune des lignes, on va faire ça avec la méthode map, notre séquence, où on va lui passer la fonction qui va définir la transformation qu'on va appliquer sur notre séquence. Donc là, en l'occurrence, on retrouve notre trim, donc qui va trimer chaque ligne de notre fichier. Et comme on peut voir là, notre fonction de trim est dépendante de la logique d'itération. Donc on va pouvoir en fait la retester bien plus, parce qu'elle n'est pas dans cette logique justement de générateur. Et la particularité des monades et de cette séquence, ce sont des structures de données qui sont immuables. C'est-à-dire que la fonction map va retourner une nouvelle séquence, donc une copie de notre séquence, où sera appliquée notre fonction de trim. Et vu que la séquence qu'on avait jusqu'à présent, c'était une séquence qui était lazy, donc on n'avait pas itéré dessus, en fait, la méthode map garde cette propriété de laziness, c'est-à-dire que là, notre séquence trimmed n'a toujours pas itéré sur notre fichier, et donc n'a toujours pas appliqué nos fonctions de trim. C'est que quand on va itérer dessus, donc avec notre méthode forEach, que là, ça va vraiment appeler notre générateur, charger notre fichier et appliquer notre fonction de trim sur chacune des lignes avant de nous les exposer dans notre fonction. Et donc là, en l'occurrence, à nouveau, on affiche les lignes qui sont trimées. Mais il existe bien plus de méthodes de transformation que ça, que la fonction map sur cette séquence. Il y a tout un cas d'usage différent, mais c'est au-delà du besoin d'aujourd'hui. Mais je vous encourage à aller voir la documentation pour voir toutes les capacités de cette monade. Donc le but du jeu avec les monades, ça va être d'adopter ce qu'on appelle un style monadique, c'est-à-dire d'essayer de représenter le plus de cas d'usage possible sous ce prisme des monades et donc des séquences, pour pouvoir les composer entre elles, pour les agencer entre elles, et garder leurs propriétés, notamment de laziness. Donc pour le cas d'usage d'aujourd'hui, on va avoir besoin de représenter deux grands composants sous ce style monadique. Le premier, ça va être du requêtage SQL, parce qu'on va vouloir charger des données depuis la base de données, nos documents qu'on veut archiver. Et le file system, vu qu'on va vouloir récupérer les binaires associés à ces documents. Et donc, du requêtage SQL sous le style monadique, c'est aussi simple que ça. C'est une fonction qui va attendre donc une query, représentée par une string, là, tout simplement, et dont le retour, ça va être une séquence de tableaux, où chacun des tableaux de notre séquence, ça va être une ligne du résultat de notre requête SQL. Mais en PHP, on ne va pas toujours manipuler du SQL brut. En général, on va plutôt utiliser des OM, histoire d'avoir une couche d'abstraction un peu plus haut niveau. Là, ça ne change pas grand-chose au final. On a une fonction qui va nous retourner au final une séquence d'entités, où chacune de nos entités, ça va être un objet de notre application métier. Mais en PHP, les principaux ORM de l'écosystème ne sont pas du tout ce style monadique. Et donc, pour y remédier, j'ai créé un nouvel ORM qui s'appelle Formal et qui est construit justement autour de ce style-là. Et dans son usage assez basique, ça ressemble à ça. Donc, on a un objet ORM. Je vous passe la construction de l'objet, ce n'est pas très intéressant pour aujourd'hui. On appelle une méthode repository pour dire le type d'entité qu'on veut manipuler, en l'occurrence des documents dans notre cas. On appelle une méthode all pour dire qu'on veut tous les documents de notre base de données. Et on représente ça sous une séquence. Donc ça nous retourne une séquence de documents dans notre variable document. Mais vu que l'ORM est conçu autour de ce style monadique, la séquence qui nous est retournée, elle aussi est lazy, qui fait que là, on a une séquence de documents dans notre variable qui représente tous les documents de notre base de données, mais pour autant, on ne les a toujours pas chargés en mémoire, et la requête SQL associée n'a toujours pas été exécutée auprès du serveur, parce qu'on n'a toujours pas itéré sur cette séquence.
Et là, par simplicité, je récupère tous les documents avec la méthode all. Il existe une autre méthode pour filtrer les données, mais bon, c'était pour garder les slides simples. Mais si vous voulez investiguer un peu plus cet ORM, du coup, comme le disait Adrien, l'année dernière, j'ai donné une conférence ici même au forum PHP où je présentais cet ORM, pourquoi je l'ai créé et comment l'utiliser. Donc si ça vous intéresse, le replay est disponible sur la chaîne YouTube de la FUP. Et donc, deuxième grand composant qu'on veut représenter sous ce style monadique, le file system, élément de base, un fichier. Un fichier, on va pouvoir le représenter avec un nom, là avec une string tout simplement. Et le contenu de son fichier, ça peut être une séquence de strings, où chacune des strings, c'est chacune des lignes de notre fichier, ou chacun des chunks de notre fichier, donc des strings de taille fixe, pour pouvoir traiter du binaire par exemple. Et autre élément d'un file system, un dossier. Pareil, on le représente avec un nom, son contenu, une séquence de soit de fichiers, soit de dossiers, ce qui fait qu'avec ces deux structures, on est capable de représenter n'importe quelle arborescence de notre file system, et donc gérer n'importe quel cas. Mais pour éviter de reconstruire ces classes-là dans chacun des projets où on voudrait manipuler des fichiers, là encore, j'ai créé un autre package qui s'appelle inMineFileSystem, qui expose des classes qui ressemblent beaucoup à ça. Donc, pour le fichier, on retrouve une classe file qu'on construit un objet avec la méthode named. On lui passe une string pour lui donner un nom. Et le contenu du fichier est représenté par une classe content. C'est un wrapper au-dessus des séquences, parce qu'on peut exprimer soit un contenu par des chunks, soit par des fichiers, par des lignes. Il y a une légère différence au niveau de l'API. Donc là, en l'occurrence, on représente le contenu avec des chunks, qui est une séquence lazy, où chacune des chunks, c'est une ligne de notre fichier. Et pour le dossier, c'est très similaire. On a une classe directory qu'on construit avec la méthode named. On lui passe un nom string et le contenu, une séquence qui elle aussi est lazy. Et on peut mettre n'importe quelle liste de fichiers ou de dossiers. Mais pour revenir plus concrètement à notre cas d'usage, donc on va avoir besoin de générer une archive, donc un fichier, qui va contenir un CSV contenant tous les documents qui sont éligibles à notre archivage, associés à leurs métadonnées, et un dossier de binaire qui va contenir tous les binaires associés à ces documents. Donc pour commencer à traiter notre usage, on va commencer par le fichier CSV. Donc on va utiliser notre classe file. On va créer avec un nom document.csv. C'est pas important, ça pourrait être un autre nom. Voilà. Et le contenu de notre fichier, on va réutiliser notre ORM pour charger tous les documents, qui va nous retourner une séquence de documents. Mais vu que pour représenter notre fichier, on a besoin d'une séquence de strings, on va appliquer une transformation pour transformer justement chacun de ces documents sous forme de string. Donc on réutilise notre fonction map. Et pour faire la transformation, on a juste à appeler une méthode toCSVLine sur notre objet document. Et voilà. Et ce qu'on peut voir là à nouveau, c'est que notre logique de traduction entre un document et une ligne CSV est indépendante de la génération complète de notre archive, ce qui fait qu'on va pouvoir tester cette logique-là indépendamment dans nos tests, et du coup pouvoir tester théoriquement bien plus de cas que si on devait sortir toute l'artillerie de la génération de fichiers. Et ce qui fait que comme ça, on a créé notre fichier CSV. Mais comme je le disais tout à l'heure, la séquence qui nous est retournée par l'ORM est une séquence qui est lazy. Que la fonction map garde cette propriété de laziness. Là, en fait, on a représenté un fichier CSV, mais on n'a toujours pas chargé le contenu de ce fichier CSV. On n'a fait que le représenter, ce qui fait que là, on n'a toujours pas chargé les données, ni fait appel à la base de données. On a juste représenté notre fichier, parce qu'on n'a toujours pas itéré sur son contenu. À côté de ça, on va avoir besoin de charger les binaires pour nos documents. Donc on va avoir besoin d'une fonction qui va nous permettre de récupérer le dossier de binaire pour un document donné. Donc là, avec une fonction. Pour faire ça, on va utiliser une classe qui s'appelle FileSystem, qui vient toujours du même package. On lui dit qu'on veut charger les données dans var data. Pareil, c'est pour les être autre chose. Sur cet objet FileSystem, on va appeler une méthode get pour lui dire qu'on veut un fichier ou un dossier dont le nom correspond à l'ID de notre document. Sauf que vu qu'on veut forcément un dossier, on va appeler une méthode keep sur l'objet qui nous est retourné pour lui dire qu'on veut forcément un dossier.
Parce que si c'est un document, ça veut dire que notre file system n'est pas dans l'état que l'on imagine. Et donc, on va lever une exception derrière cette fonction keep. Et ce qui fait qu'on a bien une fonction qui nous permet de traduire un document en un directory venant de notre file system. Et là, on a l'assurance que le directory associé à ce document existe vraiment sur le file system, mais pour autant, les documents contenus dans ce dossier n'ont toujours pas été chargés, vu qu'on n'a toujours pas itéré sur le contenu de ce dossier. Et donc, pour créer un dossier contenant tous les binaires de tous les documents, on crée un directory qu'on a appelé la binaire. On réutilise à nouveau l'ORM pour charger tous les documents. Et vu qu'on veut une séquence, donc là on a une séquence de documents, on va appliquer notre transformation avec la méthode map pour dire va fetcher le directory associé à chacun des documents, ce qui fait qu'on a un dossier binaire où le contenu c'est une séquence de dossiers correspondant à chacun des documents de notre base de données. Et vu que là encore on utilise la séquence de l'ORM, c'est lazy, map garde cette propriété de laziness. Donc là on a un dossier binaire qui représente tous les binaires que l'on souhaite, mais on ne les a toujours pas chargés en mémoire, vu qu'on n'a pas itéré dessus. Et donc pour agencer notre fichier CSV, notre dossier de binaire, on va créer un nouveau dossier qui s'appelle le archive, qui contient notre fichier CSV et notre dossier binaire dans une séquence qui elle aussi est lazy. Et donc on n'a toujours pas chargé non plus les données depuis notre base de données, ni depuis le file system. Maintenant, cette archive, il va falloir qu'on l'envoie à travers le réseau, mais envoyer à travers le réseau le concept abstrait de dossier, on ne sait pas faire. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est envoyer un fichier à travers le réseau. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est traduire ce dossier en un fichier unique. Et pour faire ça, on va utiliser le format de fichier tar, qui permet justement de définir cette opération. Pour faire très simple, un fichier tar, ça ressemble à ça. Donc c'est un fichier, pour représenter un premier fichier, on spécifie le chemin du fichier qu'on souhaite représenter, suivi du contenu de ce fichier. Et pour représenter un deuxième fichier, derrière, on remet un deuxième chemin pour représenter le deuxième fichier qu'on souhaite représenter, suivi de son contenu. Et on peut répéter cette opération virtuellement à l'infini. Et vu qu'on représente les documents via un chemin, en fait, on peut représenter n'importe quelle arborescence de file system, vu que le chemin les dossiers sont représentés par des slash dans le chemin. Mais là encore, PHP ne nous permet pas de faire ça nativement avec des fonctions dans le langage. Donc, j'ai fait un autre package qui s'appelle Inline Encoding, qui va nous permettre de faire ça. Donc, pour l'utiliser, on va créer un objet tar, donc avec la méthode encode pour dire qu'on veut encoder des fichiers tar. Et l'objet qui nous est retourné s'utilise comme une fonction où on va lui passer le directory de notre archive qu'on veut encoder sous ce format tar, ce qui va nous retourner un contenu de fichier, et donc le contenu de notre fichier tar. Mais vu que le contenu de notre dossier archive était créé avec une séquence qui était lazy, en fait, le fichier tar qui est en sortie, on n'a fait que le représenter aussi, parce que on n'a toujours pas itéré dessus. Ça a gardé cette propriété de laziness, ce qui fait qu'on n'a toujours pas chargé les données depuis notre base de données. Et donc si on essaie de mettre un peu tout bout à bout, donc on a une première variable document qui est notre séquence de documents qu'on crée à partir de notre ORM. Derrière, on crée une archive, donc un dossier contenant notre fichier CSV qui est calculé à partir de notre séquence de documents, et notre dossier de binaire, là aussi, créé à partir de notre séquence de documents. Et derrière, on encode cette archive au format tar pour pouvoir l'envoyer à travers le réseau. Mais comme je le dis depuis tout à l'heure, tout ça, là, on n'a fait que représenter nos données, on ne les a toujours pas calculées, on ne les a toujours pas chargées depuis le stockage, vu qu'on n'a pas itéré dessus. Et point important qu'on peut voir là aussi, c'est que notre séquence de documents, elle est utilisée à deux endroits pour calculer notre fichier CSV et calculer notre dossier de binaire. Mais vu que c'est une séquence lazy et donc qui ne va rien garder en mémoire pour ne pas avoir de problème de mémoire, tout simplement, on va bien itérer deux fois sur notre séquence. Et en fait, ça va vraiment faire appel deux fois à notre base de données et donc faire deux requêtes SQL. Et c'est un détail qui pourrait être important dans certains cas. Et donc maintenant, pour vraiment envoyer notre fichier à travers le réseau, on va pouvoir utiliser la classe StreamResponse de Symfony, qui attend une callable qui, elle, doit créer en fait tous les chunks de notre fichier et qu'on va envoyer à travers le réseau.
Du coup, c'est aussi simple que ça. On a une méthode chunk sur notre contenu de fichier archive qui nous retourne une séquence de strings où chacune des strings, c'est un chunk de notre fichier. Et c'est quand on va appeler la méthode forEach que là, ça va commencer vraiment à calculer notre fichier tar. Et donc, on affiche chacun des chunks. Et la méthode flush, c'est pour instruire notre serveur web de bien envoyer ça à travers le réseau et de ne pas garder ça dans une mémoire tampon de son côté. Sinon, ça défie un peu le but de l'opération. Et concrètement, ce qui se passe quand on appelle la méthode forEach, c'est que le premier chunk, ça va être le chemin du premier fichier de notre archive tar. Donc, ça va être archive/document.csv. Ce sont les données qu'on a mis en dur dans nos objets. Et le deuxième chunk, ça va être la première ligne de notre fichier CSV. Et donc là, ça va vraiment faire appel à la base de données via l'ORM pour récupérer le premier document, appliquer la transformation de ce document vers une ligne CSV et nous retourner cette ligne CSV dans notre méthode forEach et l'envoyer à travers le réseau. Et le chunk, ça va avancer le générateur de la requête SQL pour récupérer le deuxième document, à nouveau appliquer la transformation pour avoir une ligne CSV, nous remonter ça dans notre méthode forEach et on l'envoie à nouveau à travers le réseau. Et ça, on va le répéter jusqu'à ce qu'on arrive sur notre dossier de binaire. Et là, ce chemin-là va être un peu plus compliqué à calculer. Le début du chemin, archive/binaire, sont les noms qu'on a spécifiés en dur. L'ID du document, là, on va refaire appel à la base de données via l'ORM pour récupérer le document qu'on souhaite. Appliquer notre méthode fetch pour aller voir sur le file system s'il y a un dossier qui existe associé à ce document. Il va parcourir ce dossier, et donc il va trouver en l'occurrence un fichier v1.bin, nous remonter le nom de ce fichier, et donc pouvoir construire tout le chemin. Et derrière, vu qu'il a accès à ce moment-là au fichier v1.bin, il va lire ce fichier de chunk par chunk et faire un passe-plat et nous remonter chacun des chunks de ce fichier et donc l'envoyer à travers le réseau chunk par chunk jusqu'à ce qu'on arrive sur le deuxième document qui là donc va à nouveau avancer le générateur de la requête SQL, refaire l'appel pour voir le dossier de binaire associé sur le file system et nous remonter le binaire qui va bien. Et donc ça jusqu'à ce qu'on ait parcouru tous les documents. Mais du coup, je vous ai montré pas mal de code, mais un code qui fonctionne, c'est toujours mieux. Donc j'ai une petite démo, mais taper des lignes de commande avec seulement une seule main, c'est pas pratique, du coup je l'ai enregistré. Donc à votre droite, ce qui sera important de regarder, c'est un moniteur d'activité, donc il va y avoir une ligne du processus PHP qui va apparaître et ça va afficher son empreinte mémoire. C'est ce qu'il faut surveiller. Et donc, en haut à gauche, on lance le script qui va créer un fichier tar sur le file system. Donc, il ne va rien d'autre se passer. On voit en haut à droite qu'on a notre processus PHP qui est exécuté, qui est en dessous des 20 mégas d'empreinte mémoire. Mais ce que vous pouvez voir en bas à gauche, c'est la taille de l'archive qui est en train d'être générée. On est déjà à plusieurs centaines de mégas, alors que notre processus est bien à 20 mégas, ce qui montre bien qu'on est bien en train de streamer la donnée. Et on va monter à une archive d'environ 2 gigas, enfin 2 gigas, pour garder la démo un peu courte. Mais vu que ça reste stable dans notre processus, en fait, on pourrait streamer bien plus de données que ça. Donc chez Falia, on a fait quelques statistiques. On s'amusait à générer des archives contenant 100 000 documents. Par simplicité, ça équivalait à 100 000 binaires. On était capable de générer des archives tar d'environ 80 gigas en l'espace de 45 minutes, ce qui nous fait une moyenne à peu près de 45 MO par seconde. On n'a pas essayé d'améliorer ce débit-là, parce qu'on n'a pas de garantie que le débit entre notre client et les archives départementales, le réseau Internet, soit bien supérieur à ça. Donc si le réseau n'est pas capable de gérer, ça ne sert à rien d'améliorer les perfs. Et ça, avec une empreinte mémoire stable de 40 mégas sur les 45 minutes. Donc là, c'est un peu plus que la démo juste avant, parce que là, on était dans un contexte de Symfony, donc il y a l'empreinte mémoire du framework à prendre en compte. Et tout ça, on a été capable de le générer en une centaine de lignes de code, ce qui au final me paraît assez peu, vu la complexité de tout ce qui est opéré. Et le gros avantage de tout ça, c'est que tout est stateless, c'est-à-dire que vu qu'on envoie l'archive au fur et à mesure qu'on la calcule, on ne stocke rien sur notre file system.
Donc, on n'a pas besoin de demander du stockage supplémentaire à nos clients et donc leur imposer un coût supplémentaire d'infrastructure, puisque tout est fait de manière transparente. Et vu que ce ne sont que des process de 40 mégas qui sont pris à chaque fois, on peut avoir plusieurs utilisateurs qui nous demandent des archives de plusieurs dizaines de gigas en parallèle. L'empreinte mémoire sur notre serveur restera toujours faible, et donc on peut gérer bien plus de charges. Et l'autre avantage aussi, c'est que vu que c'est stateless, si jamais ça plante typiquement une coupure réseau, on n'a rien stocké sur le file system, donc on n'a pas d'état corrompu qu'il faudrait supprimer et donc demander une intervention humaine. Pour se remettre du problème, les clients ils relancent l'appel HTTP et en fait ils repartent comme avant et jusqu'à ce que ça marche. Donc là aujourd'hui je vous ai présenté les avantages des monades et principalement de la séquence sous ce prisme de la génération d'archives. Mais tous les projets que je maintiens, donc qui sont sous l'écosystème InMind, sont conçus autour de ce style monadique pour justement nous permettre d'agencer n'importe quel usage qu'on pourrait avoir tout en gardant ses propriétés. Et dans le lot, vous retrouverez typiquement les appels via lancer d'autres processus, la gestion de fils de messages avec RabbitMQ, ce genre de choses. Et si vous voulez voir un peu plus ce qui est capable de faire cet écosystème, cet après-midi, je donne une deuxième conférence autour de la programmation concurrentielle et justement tourner autour de cet écosystème et de l'avantage de ces monades. Mais pour ce matin, c'est tout pour moi. Donc, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Blue Sky ou Mastodon sous le pseudo Baptou. Si vous avez des questions qui vous viennent dans les jours à venir, que vous voulez me les poser de façon privée, vous pouvez me contacter sur Signal, c'est le QR code à votre droite. Le QR code à votre gauche vous emmènera sur la plateforme pour noter cette conférence et laisser des commentaires qui seront appréciés. Et le lien tout en bas vous emmènera vers les slides de cette conférence et le code de cette démo. Et si vous avez des questions maintenant, il doit nous rester un peu de temps. Merci. Merci. Moi, je me posais la question, est-ce que tu as déjà un petit peu regardé par rapport à l'ensemble de ce que tu proposes, l'overhead un petit peu et l'équilibre qui justifierait qu'on passe sur un set d'outils ou un framework, je ne sais pas trop comment tu appelles ce que tu as créé, plutôt que jamais on a 3 yields avec quelques fonctions. Est-ce que ça vaut la peine de se pencher sur ce que tu as créé ou c'est pas assez pour justifier, quoi. Voilà. Oui, merci. C'est une question de complexité à gérer dans l'application. Si en fait, avec 3 générateurs qui se courent après, vous arrivez à résoudre votre problème, ça ne vaut pas forcément le coup d'apprendre une autre manière de programmer pour résoudre ça. Par contre, si vous commencez à avoir des limites d'arriver à suivre vraiment tout ce qui se passe dans l'application, parce que en fait, avec les générateurs, il y a plein de problèmes avec les générateurs où on peut prendre les pieds dans le tapis. Et donc, gérer tout ça, ça demande un certain effort mental. Et c'est qu'à ce moment-là où vous sentez que vous perdez un peu les pieds, on va dire, que ça vaudrait le coup d'essayer de migrer là-dessus. Merci Baptiste pour ta conf. La programmation fonctionnelle, c'est pas forcément naturel pour les devs PHP, enfin en tout cas c'est pas pour moi. Est-ce que toi tu as constaté qu'il y a des résistances un petit peu dans ton équipe et si oui, comment tu arrives à évangéliser un petit peu là-dessus? Oui, effectivement, parce que du coup tout ça on l'utilise au travail. J'avais un peu peur effectivement au travail que ce soit compliqué, que je fasse beaucoup de formation, on va dire. Au final, dans l'équipe, il y en a qui sont intéressés à d'autres langages, typiquement Rust. Et en fait, le retour que j'attendais pas du tout, c'était c'est trop bien parce qu'en fait, on a l'impression de faire un peu de Rust ou d'autres langages. Et donc, du coup, c'est cool de faire ça avec PHP. Après, si vous avez des devs qui ont toujours codé de la même manière, qui ne sont pas trop intéressés à ce qui se fait ailleurs dans la programmation, effectivement, ça demande un certain temps d'adaptation et de façon de penser pour arriver à être à l'aise avec tout ça. Merci pour la conf, très intéressant. Au niveau de gestion d'erreurs, comment tu vois la chose entre les erreurs qu'on peut montrer à l'utilisateur, ceux où on va casser le processus, ça ne sert à rien d'aller au bout, ceux où on se dit bon, c'est bon, on peut continuer, et toutes ces choses-là, comment ça se passe? Alors, dans la version fonctionnelle, la gestion des modes, donc
donc il y a des monades dédiées à ça. Pour le cas précis du streaming, où en fait, d'un point de vue typage, c'est compliqué de gérer les erreurs de façon monadique. Donc en fait, on utilise quand même des exceptions, et du coup, il faudra catcher une exception à une application. Bon, j'avais une petite question concernant l'ORM. Pourquoi ne pas avoir simplement créé une extension à Doctrine? C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par ça justement parce que écrire un ORM, ça demande du temps quand même. Du coup, j'avais fait une surcouche à Doctrine pour avoir l'API que je vous ai montré. Mais il y avait certaines limitations dans Doctrine, typiquement justement sur le streaming de données. Dès qu'il y a des relations, dans certains cas, en fonction de certains types de relations, il va vous empêcher de faire ça. Et du coup, dans notre cas, on était en plein dedans. Et du coup, plutôt que d'essayer de combattre en permanence Doctrine et essayer de le faire fonctionner dans un mode qui n'est pas conçu pour, au final, ça nous amenait de plus en plus de problèmes. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'essayer d'avoir une autre approche et de repartir sur un ORM, mais qui est bien moins complet au final que Doctrine. Il y a un ensemble de fonctionnalités qui est assez restreint, justement pour permettre une certaine évolutivité, et notamment les propriétés autour du streaming et tout ça. Salut, merci pour ton talk. Il a été très intéressant. J'ai déjà eu à travailler sur ce genre de problématiques, mais il y a deux différences et j'ai une question pour toi. Parce que tu as dit c'est stateless. Pour moi, est-ce que ce n'est pas une limitation en soi? Parce que dans un chantier sur lequel j'ai déjà eu à bosser, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais une sorte de préparation de plans qui me permettaient de travailler les fichiers les plus petits avant de passer au plus gros. Du coup, s'il y avait un retry qui était fait, je reprenais à l'endroit où je me suis arrêté. Et est-ce que de ton côté, il y a cette étape de planification en fait, de ce que tu peux traiter plus rapidement, typiquement sur des billions de lignes, par exemple, sur des millions de fichiers en fait? Merci. Merci. Comme je le disais, en fait, si on fait une préparation et qu'on garde un état pour justement faire du retry, pour pas tout recalculer, en fait, on retombe dans le problème on est obligé de stocker la donnée sur le file system et donc avoir un coût pour nos clients de stocker ces documents-là. Du coup, en fait, alors l'approche qu'on a dans l'application, c'est que là, je récupérais tous les documents de notre base de données, mais dans la vraie fonctionnalité d'archivage, en fait, il y a une fonctionnalité d'échantillonnage qu'on appelle, c'est-à-dire que les utilisateurs vont choisir un sous-ensemble en fait, de toutes les données à archiver, donc de tous les documents qui sont éligibles, pour générer des archives qui sont plus petites, et donc avoir moins de chances que ça plante au moment de la génération, et du coup avoir ce trade-off sur ce volume-là. Merci Baptiste. Merci.